Bonjour, mon nom est Sébastien Mallet, je suis professeur de droit et d'études légales à l'Université Carleton à Ottawa. J'espère que vous allez bien. Donc, l'objet de cette petite capsule vidéo d'environ 10 minutes est un retour sur une décision en date du 10 février 2022 qui porte le titre suivant « Renvoi à la Cour d'appel du Québec relatif à la loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis ». Donc, c'est une décision rendue par la Cour d'appel du Québec et qui implique le procureur général du Québec comme requérant et le procureur général du Canada comme intimé, ainsi qu'une multitude d'acteurs autochtones qui ont fait des interventions auprès du tribunal pour faire état de leurs préoccupations et de leurs questionnements sur ces enjeux. Alors, c'est une décision qui est importante, toute fraîche, et plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais capable d'offrir quelques lumières par rapport aux enjeux de cette décision. On en parle beaucoup dans les médias et certaines personnes sentent bien que c'est un sujet important, mais ne comprennent pas encore les tenants et les aboutissants de cette décision. Et donc, je me prête à l'exercice de simplement vous rendre la question un peu plus claire, si je peux dire. J'ose dire un peu plus claire parce que c'est une décision juridique qui fait 219 pages sur mon imprimante et 571 paragraphes. Donc, mon analyse de la décision est loin d'être terminée. Il est juste question aujourd'hui de vous faire état du cœur de la décision, si je peux dire, et de quelques perspectives critiques que j'aimerais souligner. Donc, d'entrée de jeu, de quoi parle-t-on dans cette décision juridique? Eh bien, on parle d'une loi, la loi C-92 principalement, qui, dans le fond, fait état de la nécessité de protéger le bien-être des enfants autochtones. Donc, la première question la plus importante et la plus fondamentale, c'est le bien-être et la protection des enfants autochtones, qui sont encore une fois, malheureusement, de façon disproportionnée, arrachés à leur famille, à leur communauté et à leur nation, à leur culture. Et donc, je vais simplement lire le paragraphe 3 qui fait état de cette loi. Et donc, je cite, suivant son préambule, la loi constitue l'une des mesures prises par le Parlement pour favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones. De façon globale, elle vise à s'attaquer au problème de surreprésentation des enfants autochtones dans les systèmes de services à l'enfance et à la famille et elle reconnaît que les peuples autochtones sont les mieux placés pour identifier et mettre en œuvre les solutions à ce problème. Fin de la citation. Donc, vous voyez que le problème principal, c'est de savoir comment protéger les enfants autochtones et en reconnaissant du même coup que les peuples autochtones sont les mieux placés pour savoir les solutions à entrevoir. À cet égard-là, on cherche à tabler sur le principe de l'autodétermination. La loi C-92, pour remédier après un long préambule qui reconnaît les affres du colonialisme, l'héritage affreux laissé par les écoles résidentielles et les pensionnats, les rafles des années 60 et tout le système législatif et institutionnel qui a été mis en place pour détruire les peuples autochtones à travers des sévices physiques, psychologiques, sexuels, à travers une atteinte contre les langues et contre les cultures autochtones. Donc, après un long préambule qui reconnaît l'ensemble de ces problèmes-là qui perdurent aujourd'hui, le gouvernement du Canada se positionne avec une loi qui dit « D'accord, permettons des textes législatifs par et pour les Autochtones dans ce cas-ci, afin de protéger les enfants autochtones et les familles autochtones qui sont dans des conditions sociales particulières, souvent difficiles. Protégeons ces familles et les cultures autochtones du retranchement de leurs enfants. » Donc, voilà l'objet du litige, en gros, qui oppose le gouvernement du Canada au gouvernement du Québec. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi le gouvernement du Québec s'oppose à ce projet de loi? Au final, pour faire simple, c'est que le procureur général du Québec met de l'avant des arguments comme quoi que les champs de compétences exclusifs au Québec seraient mis en cause par la loi C-92. On se souvient, dans le fédéralisme canadien, il y a une division des pouvoirs entre le fédéral et les provinces, principalement. Les sections 91 et 92, respectivement, font état de ces pouvoirs-là. Et finalement, l'aide à l'enfance et aux familles, en lien avec les structures d'éducation, est considérée par le procureur général du Québec comme
appartenant à des champs de compétences exclusifs du Québec. Le gouvernement fédéral, à travers le procureur général du Canada, dit le contraire. Le tribunal est invité à trancher, ce qu'il fait au paragraphe 571. Le tribunal tranche, si on se dirige à la fin du jugement, en faveur du procureur général du Canada et en disant que oui, le projet de loi C-92 peut aller de l'avant et permettre des textes législatifs autochtones à l'exception du paragraphe 21 et du paragraphe 22, section 3, qui articulent, selon le tribunal, des formulations problématiques par rapport à l'édifice du fédéralisme canadien. Parce que, pour le dire de façon grossière, ces paragraphes de la loi C-92 suggéraient que lorsque les textes législatifs autochtones seraient mis en place, ils auraient force de loi comme des lois fédérales et auraient prépondérance sur les lois provinciales. Le tribunal dit que ce n'est pas exactement l'articulation de la solution à souhaiter, mais dirige plutôt, à ma lecture de la décision, vers une harmonisation des cas de litige lorsqu'il y en a et qui pourraient concerner les enjeux d'autodétermination des peuples autochtones et des textes législatifs à cet effet. On nous dit quoi? On nous dit que, dans le fond, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones ne relève pas de la section 91-24 de la loi constitutionnelle de 1867. C'est pas parce qu'il y a une division des pouvoirs qui est faite que cela donne essor au droit inhérent des peuples autochtones à s'autodéterminer, pas du tout. Ce droit-là, il est inhérent aux peuples autochtones eux-mêmes et à cet égard-là, il y a reconnaissance du droit à l'autodétermination. Et s'il y a reconnaissance d'un droit existant, on le place sous l'égide de la section 35, cette fois de la loi constitutionnelle de 1982. Donc voilà l'enjeu, en gros, tel qu'il est disposé à ma lecture du jugement. Or, le problème, c'est qu'on peut dire, bon, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, la possibilité législative des peuples autochtones est maintenant protégée clairement sous la section 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Mais en fait, si je vais être critique un petit peu, c'est qu'il y a un danger de subordination. Et on le voit dans la décision, on voit encore le relent d'un certain colonialisme parce que l'on souligne que le droit de l'autodétermination des peuples autochtones doit être vu comme un droit, un processus interne. Mais interne à quoi? On doit se demander. Interne à la souveraineté canadienne qui est positionnée, elle, de façon absolue et qui n'est jamais remise en question. Mais pourtant, lorsque l'on déplace le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et que l'on place ce droit sous l'égide de la section 35, ce que l'on fait, effectivement, c'est que l'on place le droit de l'autodétermination des peuples autochtones sous l'ensemble de la jurisprudence qui a interprété la section 35 jusqu'à présent. Et l'ensemble de la jurisprudence, c'est une panoplie de tests et d'arguments juridiques servant à limiter possiblement le droit autochtone. Car le droit autochtone, sous la section 35, n'est jamais absolu. Il est toujours soumis conditionnellement et possiblement aux tribunaux canadiens qui peuvent juger des arguments des gouvernements et juger de ses limitations et de ses portées. Donc, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones se voit ravalé à un appareil constitutionnel qui, malheureusement, est toujours imposé de l'extérieur. Les sociétés autochtones qui préexistent l'affirmation de la souveraineté canadienne se voient, dans le fond, chapeautées par un principe constitutionnel imposé de l'extérieur et des recours aux tribunaux, des tribunaux, encore une fois, extérieurs à leur propre instance juridique, à leur propre tradition juridique. Donc, c'est un problème. Et c'est un problème aussi dans son application, souligne également la décision. Pourquoi? Parce que si un peuple autochtone se saisit de son droit à l'autodétermination selon tel enjeu, par exemple, dans ce cas-ci, la protection des familles et des enfants, ou tel autre enjeu, eh bien, à chaque fois, ces enjeux-là feront cas de figure
et pourront être soumis à des challenges et des tests juridiques devant les tribunaux pour en savoir la portée, les limitations et savoir, selon le cas de l'espèce, est-ce qu'il est arrimé au palier de gouvernement fédéral, provincial ou les deux. La conséquence on peut en juger, par exemple, d'où viendra le financement qui servira à soutenir les processus législatifs dans leur application institutionnelle. Du provincial, du fédéral, des deux, comment? Et s'il y a confusion, comment s'assurer que les fonds seront acheminés vers les Premières Nations de façon continue et de façon conséquente dans le temps pour que les enfants des Premières Nations et des peuples autochtones et les autres enjeux très importants puissent avoir pérennité et continuité. Autre question, que fait-on en cas de litige à l'intérieur d'un peuple autochtone ou d'une communauté qui parle au nom de l'autodétermination? Autre litige, et qui tranchera ce litige? Est-ce encore les autorités canadiennes ou les autorités issues des Premières Nations? Et si des communautés autochtones s'affrontent par rapport à l'affirmation de leur droit à l'autodétermination dans certaines manifestations, qui, encore une fois, réglera le litige? Autre question soulignée en terminant au paragraphe 143 de la décision. Que fait-on des Indiens non inscrits du Québec et des Métis du Québec qui sont soulignés au paragraphe 143? Donc ici, la sagesse du tribunal ne semble pas rejeter l'existence des Métis et des Indiens non inscrits dans la province de Québec, mais demande plutôt comment faire en sorte que ces groupes et ces communautés reçoivent parité lorsque ces communautés et ces groupes ont eux aussi des enjeux d'autodétermination et d'autogouvernance. Comment s'assurer d'une série de transferts ou de services qui pourront mettre ces perspectives en continuité et la possibilité d'avoir des textes législatifs à cet égard également. Donc, vous voyez, la question est loin d'être réglée, elle est très complexe. Donc, manifestement, cette décision-là, on peut sentir que c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, il y a des processus de limitation très graves qui, me semble-t-il, sont en cours. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur les enjeux de cette décision-là, que je vous invite à lire par vous-même. Si vous avez des questions, peut-être les placer en commentaire en deçà de la vidéo et je vais tâcher d'y répondre au meilleur de mes capacités et ensemble, nous y verrons un peu plus clair. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.